ça peut être l'origine, c'est un problème au niveau de tout ce qui est filtration ou sécrétion, filtration. Quand je parle filtration, filtration glomérulaire. Et donc, cette estimation de la clairance de la créatinine, elle est très importante. Ça permet de nous renseigner aussi bien s'il y a présence d'une défaillance au niveau rénal, ou bien ça peut nous renseigner est-ce que l'individu, par exemple, s'il suit un traitement et que ce traitement, généralement, il est éliminé ou il est métabolisé à travers le rein, donc le médecin, le traitant, il doit être sûr que le médicament, il ne va pas altérer tout ce qui est fonctionnalité au niveau du rein. D'accord. Et donc, il y a des estimations, les deux paramètres qui sont estimés. Il y a l'estimation de l'urée et il y a l'estimation de la créatinine. Soit on fait le dosage, et dans ce cas-là, on en a parlé, le dosage de la créatinine et le dosage de l'urée. Si jamais il y a une augmentation, ça veut dire qu'il y a un problème au niveau de la filtration glomérulière. D'accord. Et donc, soit on détermine carrément ce qu'on appelle la clairance. Et donc, la clairance, généralement, on ne peut pas la déterminer comme ça in vivo, si vous voulez, mais on la détermine par une formule. Donc là, c'est la formule de Crockford qui estime cette filtration ou cette clairance de la créatinine. Et la formule, qu'est-ce qu'il dit? C'est une constante, c'est un K, multiplié par le poids de l'individu, multiplié par 140 moins l'âge. 140, ça fait référence au sodium, à la concentration normale du sodium sur la concentration de la créatinine, la concentration plasmatique. Donc, la concentration plasmatique de la créatinine. Et donc, ici, cette formule-là, elle prend en charge le fait que tout ce qui est défaillance, il peut être sujet, ou il est fonction de l'âge, il est fonction du poids corporel et il est fonction du sexe. Donc, c'est pourquoi, généralement, lorsque vous regardez ici la clairance de la créatinine, la formule, elle fait entrer un coefficient K qui diffère en fonction est-ce que la créatinine elle va être déterminée chez l'homme ou chez la femme. Donc, si c'est chez l'homme, on va utiliser le 1,23. Si c'est chez la femme, ce sera 1,04. Pourquoi? Donc, j'insiste parce que tout ce qui est filtration ou clairance de la créatinine, elle est fonction de tout ce qui est, ou il est influencé par le poids, par l'âge et par le sexe. Multiplié par, entre parenthèses, là vous voyez, il y a 140, j'ai dit, ça fait référence à la concentration normale du potassium plasmatique. Moins bien sûr l'âge, sur le P-créatinine, ça veut dire c'est la concentration de la créatinine multipliée, c'est la concentration de la créatinine au niveau plasmatique. Donc, il y a la créatinine, la concentration de la créatinine urinaire, c'est-à-dire au niveau urinaire, fois le débit urinaire, elle va nous donner le débit d'extraction urinaire de la créatinine. Et donc, celui-là, c'est un débit d'apport plasmatique en condition d'équilibre qui dépend de la production musculaire. Parce que, si vous vous rappelez, on a parlé de la créatinine, on a dit la créatinine, elle provient de tout ce qui est au niveau muscle, d'accord? Donc là aussi, il a une relation avec le muscle, tout ce qui est créatine. Donc, ici, on parlera également de la clairance, j'ai dit. Les valeurs normales, c'est entre 80 à 120 millilitres par minute. Et donc, vous voyez ici, la clairance, c'est une valeur par rapport à 1 minute, parce que lorsqu'on a donné la définition, la clairance d'un produit, c'est le volume plasmatique. Si je parle au niveau clairance, au niveau plasmatique, c'est le volume ou c'est le produit dont le volume plasmatique complètement éliminé par unité de temps. Et donc là, vous voyez, la clairance, elle est donnée en millilitres par minute. Ça, c'est les valeurs normales, c'est les valeurs de référence. Entre 60 et 80 millilitres par minute, on va parler d'une insuffisance rénale légère. Entre 30 et 60 millilitres par minute, on va parler d'une insuffisance rénale qui est modérée. Et inférieure à 30 millilitres par minute, on va parler d'une insuffisance rénale qui est sévère.
D'accord? Donc, et là, ça nous permet de voir un petit peu, parce que là, j'insiste, au niveau rénal, c'est là où on a ce qu'on appelle tout ce qui est filtration glomérulaire et au niveau du rein, on a soit des absorptions, soit des sécrétions, soit des éliminations urinaires. Donc, si jamais il y a une défaillance au niveau de la filtration glomérulaire ou bien au niveau de la réabsorption, pardon, au niveau de la réabsorption, au niveau de la sécrétion, ça va se répercuter sur cette notion de clairance de la créatine. Et donc, c'est pourquoi généralement, tous les ionogramme, alors on a parlé ionogramme, ionogramme c'est le dosage du sodium potassium sur l'eau. Tout test ionogramme, il est accompagné généralement par un test de créatine et urée. Donc créatinine et urée, c'est la détermination par spectrophotométrie, c'est une détermination colorimétrique. Et pour pouvoir déterminer la clairance de la créatinine qui peut nous renseigner sur directement s'il y a présence d'une défaillance au niveau rénal ou pas. Pardon? Pardon? Est-ce qu'il y a un problème? Non, non, madame, c'est juste le sang qui se répétait. Ah, donc il n'y a pas de problème. Vous arrivez sans problème. Oui, bien sûr. D'accord. Donc, si jamais il y a un... J'ai dit que la clairance de la créatinine, il y a des intervalles de référence qui nous renseignent directement sur présence, sur est-ce que les reins, ça fonctionne, tout ce qui est... Parce que lorsqu'on parle du rein, ça peut être une pathologie organique ou ça peut être une pathologie qui est un dysfonctionnement organique ou ça peut être un dysfonctionnement fonctionnel. Donc, la clairance de la créatinine, ça peut nous renseigner directement est-ce qu'il y a problème fonctionnel. Ça veut dire que le rein, ça ne fonctionne pas comme il doit, comme il se doit. Ça ne permet plus de filtration, ça ne permet plus de donner d'assurer cette filtration, ou ça ne permet pas d'assurer la sécrétion, ça ne permet pas d'assurer la réabsorption. D'accord? Donc là, c'était pour terminer avec tout ce qui est équilibre hydroélectrolytique, on va passer à un autre équilibre qui est aussi important, c'est l'équilibre acido-basique. Et là, j'insiste toujours, on ne parle pas ici de concentration de l'eau, mais on parle d'un équilibre parce que c'est de part et d'autre. Donc, il faut qu'il y ait toujours cette homéostasie. Quand on a parlé de l'équilibre hydroélectrolytique, il faut assurer un équilibre de part et d'autre. Quand on parle ici, il y a tout ce qui est intracellulaire, tout ce qui est extracellulaire. Si vous vous rappelez, l'extracellulaire, c'est l'interstitiel avec tout le milieu plasmatique. L'intracellulaire, vous savez, c'est le cytoplasme avec tout ce qui est organique à l'intérieur. Donc, l'équilibre, pour qu'il y ait une homéostasie, il faut assurer toujours un équilibre de part et d'autre de ces barrières qui sont soit barrières membranaires, donc soit barrières entre déjà à l'intérieur du cytoplasme, il y a d'autres barrières par rapport aux organismes, donc il faut qu'il y ait toujours un équilibre. Et quand on parle équilibre hydroélectrolytique, la même chose quand on va parler de l'acide base, on va parler également de l'équilibre acido-basique. C'est-à-dire il faut toujours qu'on ait un équilibre entre, il ne faut pas qu'il y ait une, quand je parle, il ne faut pas qu'on ait un milieu très acide, ni un milieu très basique. Donc, et c'est pourquoi généralement, quand vous regardez au niveau du son, c'est à peu près vers les 7. On va voir, la valeur exacte du pH physiologique. Sauf donc quand on parle au niveau humain, au niveau chez l'homme, que ce soit au niveau plasmatique, le pH, c'est un pH qui est neutre. Le seul organe qui présente une acidité, c'est au niveau de l'estomac. Donc, au niveau de l'estomac, là, généralement, c'est un milieu qui est acide. Et donc, cette acidité, là, vous l'avez vu, je pense, lorsqu'on parle de digestion, là, il y a une part de cette acidité qui aide dans la digestion. Il y a certaines enzymes qui sont localisées au niveau de l'estomac et qui sont actives à ce pH acide. Alors que généralement, les enzymes que vous allez retrouver dans d'autres compartiments, ça, c'est des enzymes dont le pH optimum, ça va être, c'est un pH qui est neutre. Donc, généralement, quand notre pH dévie de la valeur ou de la neutralité, ça va poser
problème. Donc, on va tomber dans ce qu'on appelle soit une acidose, soit une alcalose. Donc, soit une acidose, ça veut dire c'est l'acidité qui sera supérieure, soit une alcalose, donc tout ce qui est basicité qui va primer. Et dans ce cas-là, et dans ce cas-là, j'ai dit, l'organisme, il se défend. Donc, si vous vous rappelez, donc là, quand on a parlé de l'équilibre hydroélectrolytique, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que si jamais il y a une augmentation de la concentration au niveau extracellulaire, donc qu'est-ce qui se passe? Il y a de l'eau qui va sortir du milieu le moins concentré vers le milieu le plus concentré. Pourquoi? Pour qu'on ait toujours cet équilibre, pour qu'on ait toujours dans la fourchette des valeurs de référence. La même chose ici, l'équilibre acido-basique, on doit être toujours on doit maintenir cet équilibre acido-basique parce que si on ne le maintient pas, ça va se répercuter sur notre métabolisme. Et là, vous avez vu en enzymologie, vous avez vu en métabolisme, donc biochimie métabolique, dans tout ce qui est biochimie des enzymes, on vous a tout le temps, chaque fois qu'on vous parle d'enzymes, chaque fois qu'on vous parle de cascades de réactions métaboliques, ces cascades de réactions métaboliques, ils sont, dans notre organisme, ils sont assurés bien sûr par des enzymes. Et la première des choses qu'on vous a dit, c'est que les enzymes, elles ne peuvent être actives qu'à un certain pH ou à certaines températures. Donc, si jamais le pH de notre organisme il change pardon, il va se répercuter sur pas mal de réactions métaboliques. Qui dit métabolisme dit c'est la vie de l'individu. Donc, si je reviens rien qu'au phénomène de la glycolyse, phénomène de respiration, là, quand on vous a parlé de ce phénomène, on vous a dit la cellule, elle respire, ça veut dire elle est vivante. Donc, et pour qu'elle respire, alors on vous a parlé tout ce qui est oxydation, tout ce qui est phosphorylation oxydative, tout ce qui est glycolyse, et donc tout ça, depuis qu'on a commencé la glycolyse, on vous a donné pas mal d'enzymes. Donc, si ces enzymes-là, ils sont là, s'ils sont actifs, c'est parce que leur environnement, c'est un environnement qui est adéquat. Quand je parle environnement, environnement en ce qui concerne pH et environnement en ce qui concerne température. Donc, si jamais on a une déviation de pH, ça veut dire qu'on aura une déviation, on aura une altération au niveau de notre métabolisme. Il y a pas mal, bien sûr, il y a pas mal de pathologies qui sont également origines ou qui sont source d'acidité. Si vous prenez par exemple le diabète, ça peut être une acidose et ça peut aller vers même le coma, le coma par acidose, d'accord? Et donc, pourquoi? Parce qu'il y a libération de corps cétonique. Donc, ça, on va le voir au fur et à mesure. Mais notre organisme, comme j'ai dit, il se défend. Il se défend pour contrecarrer tout ce qui est déviation par le pH. Et si vous vous rappelez également, on vous a dit que pour que le pH ne change pas, même s'il y a ajout d'acidité ou même s'il y a ajout d'agents basifiants ou acidifiants, on doit être dans une zone ou dans un système tampon. Donc, pour que le pH de notre organisme, même s'il y a des agents acidifiants ou même s'il y a des agents basifiants, donc le pH, il ne doit pas changer. Et comment on peut maintenir ce pH et maintenir la valeur de notre pH? C'est par le fait qu'il faut qu'il y ait, qu'on crée ce qu'on appelle une zone tampon ou qu'il y ait des agents qui vont permettre cet effet tampon. Et si vous vous rappelez, c'était l'utilité de vous faire le TP l'année dernière sur les acides aminés, si vous vous rappelez. Donc, on vous a expliqué beaucoup cette notion de zone tampon et vous l'avez même tracée. Donc, vous aviez une solution d'acide aminé, vous avez commencé à ajouter, si vous vous rappelez, NaOH, 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 et à un moment donné, même si vous ajoutez NaOH, vous avez constaté que le pH ne varie pas. Et on a parlé de cette notion de zone tampon et on vous a dit qu'effectivement, les acides
avec leur base conjuguée, elles peuvent, quand ils sont à 50%, 50%, ils peuvent constituer ils peuvent constituer un effet tampon. D'accord? Donc, quand on parle de la concentration, si on regarde la concentration des ions H+ dans l'organisme, elle est très faible. Regardez, c'est 0,00004 milliéquivalents par litre. Par rapport aux autres ions, si vous prenez par exemple le sodium, il est à 135 milliéquivalents par litre. D'accord? Donc, généralement, les H+, ils peuvent provenir de quoi? Ils peuvent provenir de l'ionisation de l'eau. Donc, l'eau, par ionisation, elle va libérer les H+. Les H+, ils vont venir également de quoi? Ils peuvent venir des acides organiques. Il y a des molécules, généralement, qui libèrent les ions H+. Et donc, plus on a libération de H+, donc la concentration de H+, elle augmente. pH est égal à moins log de H+, donc le pH, il diminue. Lorsqu'on parle pH, il diminue, ça veut dire on va vers tout ce qui est acide. Alors, chose qui ne se fait pas. Généralement, on a le CO2 plus H2O. Donc, généralement, les entrées d'acide, ils sont prédominants. Dans notre organisme, généralement, les entrées de tout ce qui est acide, elles sont prédominantes. Il y a déjà les productions métaboliques d'acide organique et il y a également production de CO2. Donc, le CO2, il est produit, donc puisqu'on a un métabolisme, on a un métabolisme aérobique, donc il va produire du CO2. Et le CO2, il va être également source d'ion H+. Le CO2, c'est un acide. Et donc, il va être source d'ion H+. Par la réaction, on a le CO2 plus H2O, il va nous donner l'acide carbonique. D'accord? Donc, cet acide carbonique, elle va nous donner, là je vais vous donner l'enzyme, pardon. Donc, je vais essayer de voir, est-ce qu'il y a possibilité de faire, de l'écrire? Est-ce qu'il y a possibilité? Je ne sais pas s'il y a possibilité. Parce que j'ai utilisé l'autre ordinateur et donc là. Si j'écris, est-ce que vous avez, je ne sais pas si, donc ici, ça va donc, attendez, je vais faire s'il vous plaît, anhydrase carbone, si je l'écris, comment je vais pour écrire, j'ai pas la main pour écrire ici. Anhydrase. Vous arrivez à voir quand j'écris? Oui, madame. Sauf que vous... C'est bon, oui. C'est bon? On arrive à voir, oui. Donc là, la première réaction, donc on a le CO2 plus H2O, c'est-à-dire plus l'eau. L'enzyme, c'est l'anhydrase carbonique. Elle va nous libérer H2CO3, c'est-à-dire elle va libérer l'acide, d'accord? Il va libérer l'acide carbonique. Cet acide carbonique, c'est lui qui va s'ioniser, va libérer les H+, plus HCO3-. Donc, la base conjuguée HCO3- et H2CO3, la base conjuguée avec l'acide, on va voir qu'ils peuvent constituer ce qu'on appelle un effet tampon. Et d'ailleurs, dans notre organisme, d'accord, je passe à l'autre diapo. Dans notre organisme, il y a plusieurs systèmes tampons. Ces systèmes tampons, ce sont les premiers systèmes qui vont intervenir
pour empêcher toute variation de pH. Donc, elle a la définition d'un système tampon, vous le savez déjà puisque vous l'avez étudié. Ces systèmes tampons, ils comprennent des molécules qui limitent généralement les variations de pH en se combinant avec les H+, ou bien en libérant les H+. D'accord? Soit ils vont prendre les H+, soit au contraire, ils vont libérer les H+. En combinant les H+, si jamais on a un excès d'H+, ils vont prendre les H+. Mais si jamais on est dans un milieu basique, ça veut dire pour rendre un petit peu le milieu, pour équilibrer le milieu, qu'est-ce qu'ils vont libérer? Elles vont libérer les H+. Il y a bien sûr plusieurs types ou plusieurs tampons. Et donc, si on peut parler, par exemple, dans ce cas-là, si je parle et je dis, voilà, je vais revenir à ce niveau-là. Donc, si je prends par exemple là, le premier, H2CO3, d'accord? H2CO3, si je prends là c'est un acide, si je lui ajoute une base, qu'est-ce qu'il va donner? Il va donner, par exemple, si je prends H2CO3 et je lui ajoute une base ROH-. Donc, comment il va réagir? Elle va donner RHCO3- plus H2O. Et donc là, on a pu prendre et on a libéré les H+. Donc, on a libéré les H+. Pourquoi? Pour contrecarrer les OH- qu'on a en plus. Donc ici, la base forte, elle s'est transformée en une base faible qui est R+, H, qui est R, HCO3-. Donc, on avait une base forte. Donc, pour l'entrecarrer, qu'est-ce qu'on a dit? On a ROH-, c'était la base forte. Pour la contrecarrer, on va ajouter on va ajouter l'acide carbonique. Et donc, cet acide carbonique, il va nous libérer quoi? Il va libérer une base qui est faible, HCO3-. Et donc, c'est ça comment les systèmes tampons, ils interviennent. Soit c'est une base forte qui est là dans le milieu, donc on va lui donner l'acide carbonique. L'acide carbonique, qu'est-ce qu'il va faire? Il va libérer les H+. Les H+, ils vont réagir avec les OH- de la base forte. Et qu'est-ce qu'ils vont nous libérer? Elles vont libérer H2O. Ou bien au contraire, on a la base, on a un milieu acide, donc on va faire réagir avec les H+ du milieu qui est acide, on va faire réagir une base. Et donc, cette base qui est généralement, c'est le système tampon bicarbonate. Donc, ça, c'est le système tampon ici, bicarbonate. D'accord? Ce système-là, bicarbonate, qu'est-ce qu'il va faire? Il va réagir avec, il va prendre les H+, et quand il va prendre les H+, il va libérer, il va réagir avec les bases, et il va nous donner une base il va nous donner, un acide qui est plus faible, de l'ordre du CO2, et le CO2 généralement il va être éliminé par respiration. D'accord? Donc généralement ces systèmes tampons, ils interréagissent comme ça. Lorsqu'il y a un excès de H+, c'est la base, c'est le bicarbonate qui va réagir avec les H+, et ils vont libérer des molécules d'eau. Et donc, ça peut être les molécules d'eau, ils peuvent être éliminés au niveau urinaire, ou ils peuvent être éliminés par sudation, etc. Mais si jamais on a un milieu qui est basique, c'est-à-dire trop OH-, on va aller on ne sera plus à l'équilibre, mais on va aller vers des pH qui sont basiques. Dans ce cas-là, c'est l'acide qui va prendre le relais, et l'acidité, il va libérer les H+. Les H+, ils vont neutraliser les OH-, et donc en neutralisant les OH-, on va avoir, on va avoir libération à la fin, on aura libération du CO2, et le CO2 généralement, il est éliminé par respiration. Et donc là, ça va nous permettre de parler de ce qu'on appelle les compensations. Donc, quand on parle de ces systèmes tampons,
il y a plusieurs types de systèmes tampons. Il y a les systèmes tampons, ce qu'on appelle les tampons intracellulaires, d'accord? Et parmi les systèmes tampons intracellulaires, que vous connaissez également, il y a les protéines. Vous savez que les protéines, ils peuvent constituer un effet tampon. Ils peuvent tamponner. Et là, revenez à ce que vous avez quand on parle acide aminé, c'est à peu près la même chose quand on parle, vous pouvez seulement voir ça à grande échelle. Quand on vous a donné la titration d'un acide aminé, à un moment donné, un acide aminé, il a constitué, ou la solution d'acide aminé, elle constitue ce qu'on appelle des systèmes tampons. La même chose ici. Regardez, parce que les protéines ils sont constituées par plusieurs acides aminés, donc à un moment donné également, les protéines ils peuvent constituer des systèmes tampons, ça veut dire ils sont soit capables de libérer les H+, pour neutraliser les OH- en excès, ou bien ils sont capables de prendre les H+, parce qu'il y a un excès de H+ dans le milieu. Donc, et ça, c'est ça le système. Si vous voulez exactement résumer tout ce qui est système tampon, c'est un système, c'est des molécules qui sont capables soit de prendre les H+, ou de libérer les H+, de prendre les H+, pardon, ou bien de libérer les H+, dans le milieu. Et ce, pour garder toujours un équilibre H+, et pour avoir toujours un pH qui est le pH physiologique. Mais ça n'empêche que ces molécules, quand ils vont prendre les H+, alors ils vont se transformer en d'autres molécules, sauf que ces autres molécules, on peut soit les éliminer d'une autre façon, ils peuvent être métabolisés d'une autre façon, ou bien le cas de bicarbonate, quand on a parlé, à un moment donné, il va libérer le CO2 et le CO2 généralement, il est éliminé par voie respiratoire. Également, le bicarbonate, on va voir, c'est un élément qui peut être éliminé par voie rénale. Et donc, la compensation ici, elle peut être soit une compensation rapide, c'est la compensation respiratoire également, c'est la libération c'est élimination de CO2 par respiration, ou tardive. Donc, tout ce qui est compensation par voie rénale, c'est un petit peu tardif parce que ça va prendre un petit peu plus de temps pour éliminer une molécule par voie rénale. Et ça, on va le voir quand on détaillera ce mécanisme-là de système tampon. Donc, j'ai dit qu'il y a ce qu'on appelle les systèmes tampons intracellulaires, et ce sont les protéines, parce que même à l'intérieur des cellules, alors on doit avoir, quand on parle, on parle pH sanguin, pH du milieu extracellulaire, mais à l'intérieur également des cellules, il faut que le pH garde sa neutralité. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur des cellules, il y a pas mal de réactions métaboliques, il y a pas mal de structures de molécules qui sont influencés par le pH. Alors, si vous vous rappelez, alors, vous avez vu que généralement, rien que les acides aminés, alors, ils changent de forme en fonction du pH. Ils peuvent passer d'une forme qui est complètement protonée vers la forme qui est zwitterionique, vers la forme qui est vers la forme qui est complètement déprotonée. D'accord? Et donc, dans ce cas-là, l'homéostasie, si vous voulez, ou l'équilibre également intracellulaire, il est très important au niveau pH. Et puisqu'il y a pas mal de réactions métaboliques à l'intérieur des cellules et ces réactions, ils peuvent générer des acides organiques, donc on a besoin à l'intérieur des cellules, on a besoin également de systèmes tampons. Ces systèmes tampons, où l'effet tampon, il est assuré dans ce cas-là, au niveau intracellulaire, il est assuré par les protéines et par les ions phosphates et par l'hémoglobine. Donc, au niveau des hématies également, il y a l'hémoglobine, elle peut assurer cette fonction ou cet effet tampon. Le système bicarbonate, c'est le système extracellulaire. Donc, le système bicarbonate, c'est le système extracellulaire. Donc, c'est parmi les systèmes les plus étudiés, le plus important
pour réguler le pH extracellulaire. Vous savez qu'au niveau du plasma, il y a pas mal de, déjà au niveau veineux, il y a pas mal de molécules qui vont être éliminées et qui sont acheminées via le sang. Et donc, ces systèmes-là, si jamais il n'y a pas un système qui va contrecarrer le fait qu'ils vont influencer, donc, bien sûr, à un moment donné, soit on va passer vers la basicité ou on va passer vers l'acidité. Et donc, là, le système bicarbonate, ou ce qu'on appelle le système bicarbonate acide carbonique, il constitue ce qu'on appelle le système tampon extracellulaire, c'est-à-dire c'est le système qui intervient au niveau sanguin, au niveau du milieu extracellulaire. Donc la réaction, comme j'ai dit, il y a le CO2 plus H2O, ça nous donne l'acide carbonique. Donc l'acide carbonique, il va libérer les molécules, les ions H+, et il va nous donner le bicarbonate HCO3- ou la base conjuguée. Maintenant, si on revient à ce qu'on vous a dit au tout début quand on parlera en chimie, on vous dit si jamais on a un excès, donc si jamais on a un excès de CO2, qu'est-ce qui se passera? La réaction, elle va aller de, comment la réaction, elle va aller ici quand on a un excès de CO2? Vous êtes là? Vous arrivez à m'entendre? Oui, madame. Donc, si on a un excès de CO2, généralement, qu'est-ce qui se passe quand on a un excès de CO2? Donc, qu'est-ce qui se passe ici? La réaction, elle va dans quel sens? Quand on vous a parlé des réactions en équilibre, qu'est-ce qu'on vous a dit? L'équilibre, il se déplace de telle façon dans une réaction en équilibre. Le déplacement d'une réaction, elle se fait comment? À diminuer l'excès. À éliminer l'excès. Et donc ici, quand on aura un CO2, quand on a l'excès de CO2, la réaction, elle va aller vers quoi? Du gauche à droite. C'est ça. Donc de la gauche vers la droite, c'est-à-dire on va avoir dans ce sens-là. Pourquoi? De telle façon à éliminer l'excès de CO2. D'accord? Et donc, ça va générer quoi? Ça va générer une augmentation de H+. Et donc, généralement, qu'est-ce qu'il y aura? Si jamais on a une augmentation de H+, ça veut dire qu'on aura une acidité, on aura une diminution de pH, chose que l'on ne doit pas avoir. Et donc là, il y a les systèmes tampons qui vont intervenir, il y a les bicarbonates, et donc il y a le système bicarbonate qui va intervenir. Comment il va intervenir? Il va intervenir pour prendre les H+, mais également cet H+, et lorsqu'on a à un moment donné, c'est vrai, il va interréagir, il y a le système tampon qui va intervenir et tout ça, mais donc là, il y a libération également de HCO3-. Si on a, j'ai dit, augmentation de HCO3-, il y a cette partie-là de HCO3-, elle va réagir avec H+, pour pouvoir éliminer les H+, qui sont en excès. Mais si jamais, au contraire, on a les H+, pardon? Ah, il y a le retour. Donc, si jamais on a un excès en H+, si jamais dans ce cas-là, on est dans ce sens-là, il y a excès de H+, qu'est-ce qui se passera? Il y a toujours, comme j'ai dit, les systèmes tampons qui vont interréagir, et donc l'équilibre, il va se déplacer dans l'autre sens. Comment il va se déplacer, pardon? Les HCO3-, ils vont réagir avec les H+, ils vont donner l'acide carbonique. L'acide carbonique, il va donner le CO2 plus H2O. Mais ici, le CO2, il y aura une compensation
Puisque vous allez me dire, il y aura une augmentation de CO2. Qui dit augmentation de CO2, ça veut dire augmentation de l'acidité. Mais non, il y aura une compensation respiratoire. Le CO2, il va être éliminé par la respiration. Donc, à ce niveau-là, on aura élimination de SO2 par respiration. Et d'où la notion, on va parler, il y a la notion, il va y avoir une acidose, soit on parle d'une acidose métabolique ou d'une acidose respiratoire. On parle d'une alcalose métabolique ou d'une alcalose respiratoire. Quand il s'agit de tout ce qui est HCO3- et tout ça, quand il s'agit d'une relation en relation avec le bicarbonate, c'est des acidoses ou des alcaloses métaboliques. Mais quand il s'agit d'une acidité dont l'origine, c'est une augmentation de CO2, on va parler d'une acidose ou alcalose respiratoire. Et donc, là, comme vous voyez, à l'équilibre, une partie des H+ ajoutées, elle a été tamponnée par les bicarbonates. Et donc, la libération des H+, quand elle est élevée, la quantité de HCO3- elle a diminué. Et on a libération CO2 et H2O ont augmenté. Pas d'augmentation de CO2, généralement. Là, vous voyez, je n'ai pas mis, parce que même si l'équilibre, elle passe, il n'y a pas d'augmentation de CO2. Pourquoi? Parce qu'on a une augmentation de la ventilation alvéolaire. Qui dit augmentation de la ventilation alvéolaire, ça veut dire augmentation de la respiration, c'est-à-dire augmentation de la libération de CO2. Donc ici, regardez, 75%, il a permis à 75%, il y a eu une diminution de H+ vers les 60. Par quoi? Par une compensation respiratoire. Les 25% qui restent, ils vont être faits par le rein, c'est-à-dire c'est une élimination de HCO3-. Donc, parce que comme j'ai dit, il y a deux compensations. Soit il peut y avoir une compensation respiratoire ou il peut y avoir une compensation rénale. Ça veut dire, quand je parle respiration, il y a le poumon qui va intervenir, augmentation de la ventilation alvéolaire, qui dit augmentation de la respiration, augmentation de la libération de CO2. Et c'est là, elle est plus importante que la compensation rénale. Donc, la compensation rénale, elle est tardive et elle n'est pas aussi importante que par le CO2. Donc, si jamais on a une augmentation d'acidité, si jamais on a une augmentation de H+, ces H+, il y a les systèmes, c'est vrai, il y a les systèmes HCO3- qui vont agir pour les contrecarrer. Ils vont se transformer en H2CO3-, en acide carbonique. Ces acides carboniques qui vont être transformés en CO2 plus H2O. Et ce CO2, il va être éliminé ou expulsé par voie respiratoire. Donc, les 75% des H+, c'est une élimination par les poumons. Les 25% qui restent, elles vont être éliminées sous forme de le HCO3- qui va être éliminé par voie rénale. Et donc, là, ça peut être une compensation métabolique. D'accord? Donc, ici, ça résume un petit peu ce qu'on a. Et donc, là, là, on a donné un petit peu, on va détailler un petit peu quand est-ce qu'on parle acidose, quand est-ce qu'on parle alcalose, quels sont les paramètres qui vont nous définir est-ce qu'on est en présence d'une alcalose ou bien est-ce qu'on est en présence d'une acidose. Donc là, vous savez que généralement, pour déterminer ça, on pourra le déterminer par un pH, par déterminer le pH au niveau du sang. Il suffit de prendre du sang et déterminer le pH. Donc, le pH, qu'est-ce qu'il va nous renseigner? Il va nous renseigner sur la concentration des H+, puisque vous savez, là, tout le monde sait que le pH est égal à moins log décimal de la concentration de H+. Et donc, quand on se retrouve avec un pH inférieur à 7,35,
on va parler d'une acidémie. Quand on est entre 7,35, 7,45, c'est normal. Quand on a un pH qui est supérieur à 7,45, on va parler de alcalémie, c'est-à-dire on est dans la zone de basicité, on va vers la zone basicité. Donc, le pH, ça permet de nous renseigner ou de classer ou de dire est-ce qu'on est en présence d'un milieu acide, basique, avec les valeurs référentielles. D'accord? C'est pH inférieur à 7,35, c'est acide. Entre 7,35 et 7,45, c'est normal. Au-delà de 7,45, c'est une alcalémie. Donc déjà, quand on va rien que vers les 6,55, alors on est dans un cas de mortel, c'est-à-dire le pH, regardez la fourchette de valeur normale, c'est entre 7,35 et 7,45. C'est très, très, très serré. Pourquoi? Parce que, comme vous avez vu, les quantités de H+, c'était des quantités très minimes. Mais, et donc, une petite variation, ça peut influencer directement parce qu'à ce niveau-là, on parle d'une échelle logarithmique. C'est une échelle, et c'est normal. D'accord? Là aussi, il y a une autre façon de détecter est-ce qu'on est en présence d'une acidose, d'une alcalose, etc. C'est la pression du CO2. Parce que vous savez, chaque fois qu'il y a une augmentation de CO2, là vous l'avez vu, quand on a une augmentation du CO2, le CO2 avec H2O, il va nous donner il va nous donner l'acide carbonique et l'acide carbonique, il va nous donner le bicarbonate plus H+. Donc, il y a libération de H2O. La pression de CO2 également, elle peut nous renseigner sur est-ce qu'on est en présence d'une acidose ou d'une alcalose. Et donc là, quand on a parlé pH, alors vous avez vu, c'est noté, c'est acidémie, c'est-à-dire l'état de l'acidité du sang, ou bien on parle d'une alcalémie, c'est-à-dire ça fait référence à la concentration des H+ au niveau du sang. Alors, si vous vous rappelez, pour le sodium, on dit la natrémie, c'est-à-dire c'est la concentration du sang dans le sang. Il y a le mot émie. Et là, acidémie, ça veut dire que la quantité des H+ dans le sang, il est très élevé. Ici, supérieur à 7,45, ça veut dire que la quantité des H+ dans le sang, il est faible. Donc, également ici, quand on parle de la pression de CO2, quand elle est supérieure à 35 millimètres, on va parler d'une acidose, et dans là, on parle d'une acidose respiratoire. D'accord? C'est une acidose respiratoire. Parce que là, on va en parler, l'origine, c'est beaucoup plus. Si jamais il n'y a pas une bonne ventilation, c'est à ce moment-là qu'on a ce type de pression de CO2 qui est, parce que généralement, les CO2, il est éliminé par respiration. Si on a un excès de CO2, ça veut dire qu'il y a un problème au niveau de la ventilation alvéolaire. Il y a un problème au niveau de la respiration, ce qui va nous donner ce qu'on appelle une acidose respiratoire. Également, la pression de CO2, lorsqu'il est inférieur à 45 millimètres, on va parler d'une alcalose respiratoire. Donc, là aussi, on peut déterminer cette notion d'acidose et d'alcalose, et on va parler dans ce cas-là, soit une acidose métabolique ou bien une alcalose métabolique. Et là, l'alcalose métabolique et l'acidose métabolique, ça fait référence au bicarbonate. C'est la concentration de bicarbonate. Donc, la concentration de bicarbonate, quand elle est inférieure à 22 millimoles, on va parler c'est pas millimoles, pardon, à 22 millimolaires, ça veut dire 22 millimoles par litre, on va parler d'une acidose métabolique. Quand les bicarbonates, elles sont supérieures à 28 millimolaires, quand la concentration en bicarbonate elle est supérieure à 28 millimolaires, on va parler d'une alcalose métabolique. Donc, tout ça, c'est des paramètres qui sont déterminés au niveau du sang. La condition ici du sang,
C'est pas comme les autres prélèvements. Vous vous rappelez quand on a parlé des prélèvements sanguins, généralement c'était un prélèvement veineux. Ici, pour déterminer ça, on parle de la notion de gazométrie. On dit on va déterminer tout ce qui est gazométrie. D'accord? Ils vont nous permettre de déterminer le pH, elles vont nous permettre de déterminer la pression partielle en CO2 et également on va déterminer tout ce qui est bicarbonate. Donc, la chose qu'on ne peut pas déterminer, on va en parler, c'est l'acide carbonique. Donc, pour déterminer l'acide carbonique, c'est pas quelque chose qui est quelque chose qui est accessible. Et on va y remédier, on va parler de ça. Donc, j'ai dit que généralement, pour désigner si on est en présence d'une acidose respiratoire ou alcalose respiratoire, beaucoup plus on utilise la pression CO2. Pour parler et pour désigner ou pour détecter la présence d'une acidose métabolique ou d'une alcalose métabolique, c'est beaucoup plus, c'est les bicarbonates qui sont dosés. Et donc, quand on parle de cette notion d'effet tampon, on va en parler également. On va utiliser la fameuse formule ici, c'est le pH qui est égal au pK plus log de la base conjuguée sur généralement ici, j'ai donné directement là, mais à la place de ça, 0,03 multiplié par la pression artérielle de CO2, c'était H2CO3. C'était l'acide carbonique. Parce que la relation, c'est la relation d'Hasselbalch. Vous vous rappelez d'Anderson? Vous vous rappelez? Vous m'entendez, s'il vous plaît? Est-ce que vous m'entendez? Oui, madame, on vous entend. D'accord. Donc, vous vous rappelez que l'équation d'Anderson, vous vous rappelez, le pH est égal pK plus log de la base conjuguée sur l'acide. Yak? Donc, ici, généralement, cette notion-là, au lieu d'avoir 0,03 multiplié par la pression artérielle de CO2, c'était, je vais vous écrire, c'était égal, généralement, c'était H2CO3. CO3. C'était là, parce que l'équation, où est la base conjuguée? C'est le bicarbonate. Où est l'acide? C'est H2CO3. Revenez à l'équation qu'on vient de voir. D'accord? Donc, si je veux donner l'équation d'Anderson de cet acide, donc ça va être quoi? C'est le pH est égal 6,1 plus log de la concentration HCO3- sur la concentration de H2CO3. Je vous ai dit que généralement, l'utilisation de H2CO3- de l'acide carbonique ou la concentration, la détermination de la concentration de l'acide carbonique, il n'est pas possible. Donc, il a été transformé, d'accord? Elle a été transformée où on l'a remplacé par la pression artérielle CO2. En effet, la concentration de l'acide carbonique, elle est proportionnelle, la concentration de l'acide carbonique, elle est proportionnelle à la concentration du CO2 dissous avec un facteur, ce qu'on appelle un facteur de proportionnalité qui est très faible. Alors, vous voyez, donc c'est 0,03. D'accord? Donc, et généralement, ce facteur de proportionnalité, là, généralement, il est intégré dans le pK et qui ne change pratiquement pas. Donc, c'est pourquoi, regardez, pour déterminer cette notion d'équation d'Anderson, on a remplacé l'acide carbonique, on l'a remplacé par 0,03 multiplié par la pression artérielle fois CO2. D'accord? Et donc, le 0,03, c'est ce qu'on appelle le coefficient de solubilité du CO2.
En effet, je vous ai dit que l'acide général, ça c'est connu, l'acide ou la concentration de l'acide carbonique est proportionnelle à la concentration du CO2 dissous avec un facteur, ce qu'on appelle un facteur de proportionnalité. Et ce facteur de proportionnalité, il est très faible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut assimiler la concentration de l'acide carbonique à la concentration de CO2. On peut assimiler la concentration de l'acide carbonique à la concentration en CO2. C'est pourquoi dans l'équation, on a donné le pH est égal à 6,1 plus log de HCO3- sur 0,03 que multiplie la pression artérielle de CO2. Donc, je reviens à cette notion, s'il vous plaît, de liquide qu'on utilise pour déterminer tout ce qui est gazométrie. L'une des conditions, c'est du sang artériel. Et donc, on ne prélève pas le sang veineux, on prélève le sang artériel. Vous savez que généralement, le sang veineux, il achemine tout ce qui est les produits qui vont être éliminés par la suite. Dans le sang veineux, il y a plus de CO2, il y a l'ammoniac, il y a d'autres acides organiques. Et donc, généralement, quand on veut déterminer tout ce qui est gazométrie, c'est des ponctions. On fait des ponctions au niveau des artères. On fait un prélèvement au niveau artériel. Donc, on n'utilise pas, dans ce cas-là, on n'utilise pas le sang veineux. Et donc, le sang, c'est du sang artériel et c'est du sang artériel anaérobie. Donc, il doit se faire dans des conditions anaérobie et il doit s'acheminer très rapidement. C'est pas, par exemple, vous vous rappelez, hier, hier, quand on a parlé un petit peu, là, c'était le produit, pardon. Donc, quand on parle le plasma, on peut le laisser un certain temps et puis faire le dosage de la glycémie, faire le dosage de tout ce qui est créatine, urine, etc. Mais ici, puisque tout ce qui est gazométrie, il se fait en milieu anaérobie. Pourquoi anaérobie? Pour ne pas influencer tout ce qui est pression en CO2, pour qu'il n'y ait pas une oxygénation qui peut agir sur la pression artérielle en CO2. Et dans ce cas-là, le prélèvement, puisqu'on doit le faire en milieu anaérobie, qui dit milieu anaérobie, ça veut dire si jamais il est conservé ou si jamais l'analyse n'est pas faite très rapidement, il peut y avoir des fermentations. Et qui dit fermentation, ça veut dire on peut avoir formation de l'acide lactique. Qui dit formation de l'acide lactique, ça veut dire on va avoir une augmentation de l'acidité. On va avoir une surestimation au niveau de nos valeurs. Ça veut dire au lieu d'avoir un pH avec une acidité normale, puisqu'il y a libération d'acide lactique, l'acide lactique, qu'est-ce qu'il va faire? Il va libérer les He+, augmentation de la concentration des He+. Qui dit augmentation de concentration des He+, ça veut dire qu'on aura une diminution de pH. Et donc, là, on est loin de ce qu'on appelle l'exactitude. On n'a pas pu déterminer ce qui est réellement dans notre sang. D'accord? Donc là, c'est les conditions de prélèvement qu'on doit adopter quand on fait ce qu'on appelle une gazométrie. Donc, revenons maintenant à ce dont on a parlé. Je vous ai dit que lorsqu'on parle de système tampon, il faut que le pH, quand est-ce qu'on a le système tampon, on a un système tampon, quand on a la HCO3-, il est en équilibre avec l'acide carbonique, et on a le pH, il coïncide avec le pK. Donc là, ça va assurer, c'est ce qu'on vous dit tout le temps. D'accord? Donc ici, quand on parle, et j'ai insisté sur ça, je vous ai dit que généralement, quand on parle d'une acidose respiratoire, ça veut dire augmentation de la pression de CO2.
Acidose respiratoire, voilà. Quand on a une augmentation de la pression de CO2 qui est supérieure à 35 mmHg, on va parler d'une acidose respiratoire. Et donc, l'acidose respiratoire, elle se traduit par une baisse du pH et une augmentation des HCO3. La compensation ici, elle est, la compensation dans ce cas-là, elle est rénale. Comment ça, elle est rénale? Ça veut dire qu'il va y avoir excrétion des ions He+, et réabsorption des ions HCO3. Donc, quand on parle d'une acidose respiratoire, ça veut dire quand on a une augmentation de CO2, l'augmentation de CO2, qu'est-ce qu'elle va nous donner quoi? Si vous vous rappelez, regardez la première réaction. L'augmentation de CO2, l'équilibre, elle se déplace de la gauche vers la droite. On a libération de plus de H+, ça veue dire diminution de H+, diminution, pardon, de pH, et on a une augmentation de HCO3-, des bicarbonates. Vous vous rappelez, si je reviens, pour que vous puissiez la voir, on va revenir à... Voilà. Quand on a une acidose respiratoire, ça veut dire une augmentation de la pression de CO2. Là, vous voyez, l'équilibre, il se déplace dans ce sens. Donc, quand l'équilibre, il se déplace dans ce sens, on aura une augmentation de H+, et on aura une augmentation de HCO3-. Donc, ici, avec une acidose respiratoire, on a dit que la compensation, elle est rénale. Ça veut dire quoi la compensation, elle est rénale? Ça veut dire que il faut qu'on trouve une façon d'éliminer les H+, et les HCO3- pour retourner à l'équilibre. Et donc, la compensation, c'est vrai, on a dit la compensation, elle est rénale par excrétion des H+, ça veut dire on va éliminer directement les H+, et par réabsorption des ions HCO3, c'est ça, des ions bicarbonates. D'accord? Maintenant, ça c'est quand on est en présence d'une acidose respiratoire, ça veut dire une augmentation de CO2 qui va générer les H+. Maintenant, quand on est en présence d'une acidose métabolique, les acidoses métaboliques, quand on a parlé, je vous ai dit, c'est généralement ce qui se passe quand on a un diabète décompensé. Ça veut dire quand on a un diabète qui n'est pas traité, très poussé, donc ça peut générer ce qu'on appelle une acidose métabolique. Acidose métabolique, ça veut dire quoi? On a le taux en bicarbonate qui est faible. Donc, qui dit taux en bicarbonate faible, il va nous donner une diminution, une baisse de pH et des ions HCO3-. Donc, il se traduit, l'acidose métabolique, elle se traduit par une baisse du pH, d'accord, toujours, dans les deux cas, que ce soit l'acidose respiratoire ou que ce soit l'acidose métabolique, la seule différence, c'est que l'acidose respiratoire, elle se traduit par une augmentation des HCO3-, alors que l'acidose métabolique, elle se traduit par une baisse des ions HCO3-. Donc, l'acidose respiratoire, elle se traduit toujours. Les acidoses, elles se traduisent toujours par une diminution de pH. Acidose, c'est toujours une diminution de pH. Soit on a une acidose respiratoire, et dans ce cas-là, il y a une augmentation des bicarbonates. Soit quand on parle, et quand on est en présence d'une acidose respiratoire, la compensation, elle est rénale. Mais quand on parle de l'acidose métabolique, elle se traduit par une baisse du pH, mais également une baisse des ions HCO3-. Et dans ce cas-là, puisque si vous vous rappelez, on a dit quand on a une baisse de pH, ça veut dire une augmentation des H+, et dans ce cas-là, le sens de la réaction, il va dans quel sens? Pour éliminer les H+,
elle va dans le sens de la droite vers la gauche. Et donc, s'il va de la droite vers la gauche, regardez ici, regardez, il y a une augmentation des H+. Donc, quand on va dans ce sens, pour éliminer les H+, c'est un équilibre, on va dans ce sens-là. Si on va dans ce sens-là, ça veut dire automatiquement, on va avoir une augmentation de CO2. Chose qui ne se fait pas. Pourquoi ça ne se fait pas? Parce que généralement, il y a une compensation. Généralement, il y a une compensation et cette compensation, c'est une compensation respiratoire. Donc ici, regardez, pardon, je vais revenir pour vous. Donc ici, quand on a parlé, je vous ai dit que l'acidose métabolique, elle se traduit toujours, j'ai dit, par une baisse de pH, mais la différence, c'est qu'on a également une baisse des ions HCO3-. Quand on a une baisse des ions du pH, c'est-à-dire augmentation de H+, qui dit augmentation de H+, ça veut dire qu'il va y avoir automatiquement augmentation de CO2. Mais chose qui ne se fait pas. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, il y a une compensation respiratoire. Comment ça, une compensation respiratoire? Il y a une augmentation de la respiration, de la ventilation pulmonaire. Qui dit augmentation de la ventilation pulmonaire, ça veut dire augmentation de l'élimination de CO2. Et dans ce cas-là, la compensation, ici, la compensation, elle est quasi immédiate, c'est la première qui va être, mais on a également une compensation, mais elle est tardive. C'est une compensation par le rein. Donc, le rein, il ne va plus permettre l'excrétion des ions bicarbonate, mais il va permettre de ne pas éliminer les ions carbonates ni les ions H+, et ça sera une réponse rénale qui est très, très tardive. C'est-à-dire, soit on aura les H+, ils vont donner CO2 et le CO2, il va être éliminé par voie pulmonaire, soit on aura une excrétion des ions H+, par voie rénale. Et dans ce cas-là, c'est une réponse, j'ai dit, qui est tardive. D'accord? Et là, je reviens à ce que j'ai dit. J'ai dit que généralement, les 75% des H+, chaque fois qu'ils sont là, c'est la voie respiratoire qui va les éliminer par CO2. Et les 25% qui restent, ils vont être éliminés par excrétion au niveau rénal. Mais c'est une réponse qui est tardive, mais ça intervient. C'est bon? Donc, on va passer, pardon. Maintenant, on a parlé, c'était acidose. La même chose qu'on a dit pour acidose, il y a les deux types. Il y a les alcaloses respiratoires et il y a l'alcalose métabolique. Mais dans tous les cas, que ce soit alcalose respiratoire ou que ce soit alcalose métabolique, il y a le pH qui va être augmenté. Donc, et là, alors vous avez la valeur, je pense, c'est 7, quand elle est supérieure à 7,45, on parle d'une alcalose. Donc, dans le cas où on parle d'une alcalose respiratoire, donc ici, ce sera le contraire. On aura une diminution du CO2. Donc, une diminution de la pression artérielle du CO2. Qui dit diminution, et cette diminution de la pression, ça peut être dû à une maladie respiratoire aiguë ou chronique, ça peut être dû à une anomalie du transport de l'oxygène ou une exposition à l'altitude. Donc là, on a une diminution de la pression artérielle ou de la concentration de CO2. Cette alcalose, généralement, elle se traduit, puisqu'on a une alcalose respiratoire, on a une diminution de CO2, il va se traduire, comme j'ai dit, par une augmentation du pH et il va se traduire par une baisse des bicarbonates.
Pardon, il y a toujours le partage, pardon. Oui, madame. Le partage, il est toujours là? Oui, madame. D'accord. Donc, je continue, s'il vous plaît, pour quand on parle de l'alcalose respiratoire, je vous ai dit que normalement, l'alcalose respiratoire, il y a une diminution de CO2 et il se traduit par une augmentation du pH et une baisse des ions HCO3-. D'accord? Donc, là, une alcalose respiratoire, la compensation, elle est fait, on n'a plus une excrétion des ions H+, mais au contraire, on a une réabsorption des ions H+. Donc, on a une réabsorption des ions H+. D'accord? Donc, la compensation, elle est rénale par réabsorption des ions H+. La différence ici, l'alcalose métabolique également, elle se traduit par une augmentation du pH, mais il y a également une augmentation des ions HCO3-. Donc ici, la différence entre alcalose respiratoire et alcalose métabolique, dans l'alcalose respiratoire, on a toujours une augmentation du pH, mais on a une baisse des ions HCO3-. Donc, c'est une alcalose, c'est une baisse HCO3-. Dans l'alcalose métabolique, elle se traduit par une augmentation du pH et on a une augmentation des ions H3+. Et donc là, on en a parlé. Si vous rappelez les valeurs des HCO3-, quand est-ce qu'on parle d'une alcalose métabolique? Quand on a les ions bicarbonates ou les ions carbonates, elles sont supérieures à 28 millimolaires. Donc, il y en a certains, pourquoi je suis revenu à cette notion, parce qu'il y en a certains qui disent que pour l'alcalose respiratoire, elle se traduit par une augmentation du pH. Je ne sais pas ce qui est arrivé, donc je reviens à vous parce que j'étais en train d'expliquer alors que c'était déconnecté. Donc, je reviens à vous en ce qui concerne les alcaloses. Donc, quand on parle d'alcalose, j'ai dit que l'alcalose métabolique, elle se traduit par une augmentation du pH et des ions HCO3-, c'est-à-dire des ions bicarbonates. Et dans ce cas-là, la compensation, toujours, c'est une compensation respiratoire, mais c'est le contraire de l'acidose métabolique. Pourquoi? Parce qu'ici, on a besoin de CO2 pour avoir plus de H+. Donc, ici, qu'est-ce qu'on aura? On aura une diminution, d'accord? On aura une diminution de l'excrétion de CO2. Parce que le CO2, c'est lui qui va donner H+.
Et donc, on a ce qu'on appelle, on n'aura pas une hyperventilation alvéolaire, mais au contraire, on va avoir une hypoventilation alvéolaire. Donc, on va avoir une hypoventilation alvéolaire. Pourquoi? Pour ne pas éliminer plus de CO2. Si le CO2 n'est pas éliminé, il va nous libérer H+, pour compenser le fait qu'il y a moins de H+. D'accord? Toujours, quand on parle de compensation respiratoire, c'est la première qui intervient. Mais également, il peut y avoir une compensation rénale. Donc, la compensation rénale, ça veut dire qu'il n'y a pas une excrétion des ions H+. Il n'y aura pas d'excrétion H+. Donc, au contraire, on va avoir une réabsorption des ions H+. D'accord? Donc, ça, c'est en ce qui concerne pardon, le cours sur tout ce qui est équilibre acido-basique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. D'accord? Si vous avez des questions, allez-y. Et donc là, ce qu'on a programmé avec Madame Mama, en ce qui concerne l'examen, c'est bon? Ça sera le 4, je pense. C'est un lundi, c'est le 4 avril. C'est bon? Oui, madame. Oui, Donc, madame. j'ai programmé avec madame pour voir un petit peu comment faire. Il y aura l'examen de la partie, on va faire un examen partie madame Talibi et ma partie en ce qui concerne la biochimie clinique. Et puis, je pense 2 jours après, vous aurez l'examen de madame Saddeqi. Ou est-ce que vous avez parlé avec madame Saddeqi en ce qui concerne l'examen de madame Saddeqi? Non, madame. Pas encore. Vous n'avez rien programmé jusqu'à maintenant. Vous allez terminer le cours avec madame Saddeqi quand? Quand est-ce que vous allez terminer le cours? La semaine prochaine. La semaine prochaine. Donc, vous allez terminer la semaine prochaine et je pense, et le TD avec madame Talibi. Aussi la semaine prochaine qu'on va passer. D'accord. Donc là, pour que vous puissiez, pour commencer à préparer, donc il y aura l'examen, ça sera le 4 avril. C'est programmé parce que généralement, vous devez partir le 11. C'est ce que m'a dit madame Bourmema. Elle m'a dit que normalement, vous devrez partir pour votre stage le 11. Il y a que c'est prévu comme ça. Oui, madame, c'est le 11. Et donc, généralement, Oui, il y aura madame. donc on va essayer, Inch'Allah, on a programmé l'examen le 4 et donc 2 jours après, ça sera l'examen de madame. Comme ça, vous n'aurez pas toutes les parties. Vous aurez un petit peu le temps pour réviser la partie de madame Saddeqi aussi. C'est bon? Donc, si vous avez des questions en ce qui concerne le cours, n'hésitez pas, là. Vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions en ce qui concerne tout ce qui est métabolisme glucidique, lipidique? Et que vous êtes toujours là, vous m'entendez? Oui, madame. Oui, madame, on vous entend. Vous avez des questions? Non? En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous savez où est mon bureau, vous venez sans problème. D'accord? Mais ne restez pas jusqu'à la dernière minute, s'il vous plaît. D'accord. Ne restez pas jusqu'à la dernière minute. Donc, essayez
de réviser, de voir un petit peu. Anna, je ne vous demande pas d'apprendre par cœur. Donc, mais essayez de comprendre un petit peu, de voir et tout simplement, ce sera. Madame, quand on aura, Pardon? quand on aura l'examen? Ah, je vous ai dit, c'est le 4 avril. C'est programmé. Ce D'accord, sera le lundi du 4. merci. Parce que vous devez partir le 11. Donc, il reste 2 semaines, même pas. C'est ça. C'est bon? Donc, si vous n'avez pas de questions et si jamais vous avez des questions, en tout cas, n'hésitez pas. Je suis tout le temps à la fac, je suis à mon bureau. Venez si vous avez, mais je vous conseille, si vous avez des questions, ne restez pas jusqu'à la dernière minute. D'accord? Oui, Yallah. Donc, bon courage et Inch'Allah, bonne réussite. Donc, Madame, à plus. Oui, oui. concernant l'examen du TP, on aura aussi inclus dans de l'examen le 4 avril. Donc, il n'y aura pas l'examen de TP. On ne va pas faire l'examen de TP. Parce que généralement, l'examen de TP, c'est ce que vous avez dans le cours. Yak? Ça, vous l'avez compris. C'était les méthodes qu'on a Oui, expliquées dans le cours. C'est seulement ce que vous avez fait dans le TP, vous avez pratiqué. Vous avez manipulé, vous avez pratiqué, vous avez des valeurs, vous les avez interprétées, tout simplement. C'est bon? Mais si vous prenez par exemple tout ce qui est principe, tout ce qui est, enfin, jamais je ne vous demanderai, même s'il s'agissait d'examen de TP, je ne vous demanderai jamais de me dire combien de volumes vous avez pris de plasma, combien de vous avez ajouté. Non. Mais en ce qui concerne les principes, alors les principes, on les a vus dans le cours. Chaque fois qu'on parle d'un élément, je vous ai dit quelle est la spécificité pour doser cet élément. C'est bon? oui, c'est bon, merci madame. D'accord. Donc, pour moi, c'est il n'y aura pas un examen TP, mais Anna, pour moi, le TP, c'était quelque chose qu'il y avait dans le cours. Quand on a parlé du cholestérol, quand on a parlé de glycémie, là, je vous ai parlé de cette notion de réactions qui sont spécifiques et de réactions qui sont là pour seulement colorer le produit ou pour permettre la coloration, c'est ça. Donc, vous avez vu cette notion de valeur normale, de valeur de référence, et cette notion que moi, je vous ai donné des valeurs, alors que je pense dans les notices, c'était un petit peu différent. Et là, ça permet un petit peu vous devez revenir à cette notion, comme j'ai dit, de spécificité, de sensibilité. C'est bon? Madame, Oui. le contrôle sera forme d'un QCM. Ouais, en tout cas, si jamais on a décidé avec Madame Talibi de le faire sous forme de QCM, on va vous le dire. Vous serez bien sûr, on va vous dire, voilà, l'examen, il va être sous cette forme. C'est bon? Encore en train de discuter et je vais voir avec Madame Talibi. Donc, si on est d'accord, en tout cas, on vous le dira. C'est bon? On vous dira, est-ce que ça va être des cas expliqués ou ça va. Même si c'est des cas expliqués, il y aura un cas et vous allez expliquer ça en vous donnant des questions comme ça. Mais si jamais ça sera sous forme de QCM, bien sûr, on vous le dira. C'est bon? Oui, c'est bon, merci madame. D'accord. Il y a des questions? Alors, si vous n'avez pas de questions, donc je vous souhaite bon courage et à plus, Inch'Allah. Merci madame. Je vous en prie. Au revoir.